Bienvenue sur la chaîne de David C, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un bilan tech de l'année 2025. C'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je voulais tout simplement vous préciser que je vais parler uniquement des actualités tech et des produits tech qui m'ont marqué cette année. Donc si vous en avez que je ne vais pas citer dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. De plus, cette vidéo étant chapitrée, vous pouvez directement aller dans la partie qui vous intéresse, et si vous souhaitez voir un bilan de l'année d'Apple en 2025, je vous invite à aller voir ma vidéo de la semaine dernière. Et commençons par les smartphones. Bon, cette année côté smartphone, on a eu aussi bien des itérations et aussi quelques innovations. Dans les itérations, nous avons le droit au Galaxy S25 en début d'année. Bon, ce sont très clairement des versions peaufinées des S24, les S25 étant légèrement plus fins, plus légers que leurs prédécesseurs. Ils sont aussi plus performants également, avec notamment le retour des Snapdragon 8 Elite dans le cas de ces S25, et ça fait du bien par rapport aux Exynos des S24 et S24+. C'est vrai que Samsung a cette fâcheuse tendance de mettre ces Exynos qui sont la plupart du temps moins bons et qui chauffent plus que leurs équivalents chez Snapdragon, en tout cas pour leur modèle européen. Car après des années avec des Exynos, en 2023, on a eu le retour des Snapdragon pour les modèles européens avec les S23. Pour un retour en arrière avec les S24, sauf pour le S24 Ultra qui lui avait le droit d'avoir une puce Snapdragon même en Europe. Et puis de retour en 2025 avec des Snapdragon sur les S25 avant de probablement repartir sur les Exynos sur les S26 attendus début d'année prochaine. Bon, tout ça pour dire que bien évidemment c'est une bonne chose d'être reparti sur du Snapdragon cette année et que ça en fait un très bon cru. Les smartphones ne sont peut-être pas les plus révolutionnaires mais ils sont rationnels, juste ils fonctionnent. De plus, l'IA a été améliorée cette année et moi ce que je retiens surtout c'est One UI 7 et si cette mise à jour a connu un déploiement chaotique sur les autres Galaxy, on en reparle tout à l'heure, sur les S25 c'est très bon avec un rafraîchissement esthétique de l'interface, le Now Brief, ce résumé quotidien dopé à l'intelligence artificielle, ou bien la Now Bar, l'équivalent de la Dynamic Island chez Samsung, mais cette fois-ci située en bas de l'interface, ce qui fait que sur des grands smartphones, vous pouvez y accéder plus facilement par rapport à la Dynamic Island de l'iPhone. Et avec cette Now Bar, vous pouvez accéder à votre musique, aux activités en direct, etc. Côté design, on peut noter que le S25 Ultra s'est adouci, il est légèrement plus arrondi par rapport au S24 Ultra, qui lui était vraiment anguleux, même trop anguleux selon certaines personnes. Toujours concernant ce S25 Ultra, on peut noter la perte du Bluetooth sur le S Pen de celui-ci. Cette fonctionnalité est apparue sur les Galaxy Note 9 en 2018. Sinon, si vous avez vu mon guide d'achat concernant les smartphones Android, vous savez que c'est très clairement le meilleur smartphone Android de cette année. Bonne performance, bonne qualité photo et vidéo, magnifique écran, etc. Autre itération que nous avons eue cette année, ce sont les Pixel 10 qui sont plus performants, meilleurs en photo, plus IA, etc. Mais il y a surtout deux points. L'arrivée du téléobjectif sur le Pixel 10, ce qui permet d'avoir enfin une bonne polyvalence en photo, même sur le modèle de base, et l'arrivée du Qi 2 sur tous les Pixel 10. Le Qi 2, c'est comme le MagSafe, mais cette fois-ci, c'est une norme universelle. D'ailleurs, tous les accessoires MagSafe sont compatibles avec les produits Qi 2 et inversement. D'ailleurs, Google a été le premier grand constructeur à intégrer cette technologie sur ses smartphones, car hormis HMD avec son Skyline, nous n'avons pas eu encore des smartphones Qi 2. Les S25 de Samsung étant Qi 2 ready, c'est-à-dire qu'il vous faut rajouter une coque pour avoir accès à cette fonction, mais en 2026, on devrait voir la généralisation de cette technologie, si l'on en croit les rumeurs, notamment concernant les S26, qui seraient Qi 2 de base. Parlons rapidement du Pixel 10 Pro Fold, qui a apporté une certification IP68, et c'est une première concernant un smartphone pliant, ce qui améliore la robustesse de ces smartphones. En parlant des smartphones pliants, Samsung a fait un bond en avant avec son Z Fold 7, un smartphone enfin fini avec ses 4,2 mm d'épaisseur une fois déplié. Samsung a enfin rattrapé son retard face à la concurrence. De plus, il propose un écran externe enfin utilisable. On peut seulement regretter l'arrêt du support du S Pen, d'une recharge un peu lente et une partie photo en retrait face à un Galaxy S25 Ultra. Mais selon moi, la star des smartphones pliants, c'est très clairement le Galaxy Z Fold, ce smartphone qui se plie en 3. Et d'ailleurs, c'est même carrément l'annonce qui m'a le plus hypé en cette fin d'année. Je sais ce que vous allez me dire. Huawei a déjà fait ça avec son Mate X-T suivi de son Mate X-T-S, mais là, on parle d'un smartphone qui possède des Google Play Services et qui pourrait potentiellement arriver en France. On a un écran externe très similaire à celui du Z Fold 7 et un écran atteint de 10 pouces avec un format 4 tiers que je trouve plus pertinent que le format carré du Fold qui permet d'avoir un véritable mode DeX nativement. Vous connectez un clavier, une souris et tadam, vous avez un simili-ordinateur. Le Trifold à son point le plus fin est à 3,9 mm, soit encore moins que le Fold 7 que l'on saluait déjà pour sa finesse quelques mois plus tôt. Et plus je vois le Trifold, plus je le vois comme un remplaçant du Fold à l'avenir. Déjà que le Fold n'est pas donné niveau tarif, mais quitte à mettre une somme élevée dans un smartphone, plus je me dis, autant prendre avec le temps le top du top avec un format une fois déplié, bien plus convaincant que le format carré du Fold. Le prix cependant risque de piquer, on serait sur du 3000 € si une sortie en France se faisait. Cette année, il y a une marque qui m'a particulièrement marqué, c'est Nothing. Le Phone 3, à vrai dire, je l'ai plutôt oublié,
mais c'est surtout sur l'entrée et le milieu de gamme avec le CMF Phone 2 Pro et le Nothing 3 Pro. Pour le CMF Phone 2 Pro, c'est très simple, c'est tout simplement le meilleur rapport qualité-prix pour moins de 300 €. Il possède des performances dignes du segment supérieur, un téléobjectif, chose relativement rare sur le segment, et surtout bien plus utile que les capteurs macro ou autres capteurs de profondeur que l'on retrouve habituellement dans cette gamme de prix. Et puis on a un design unique sur le marché. Quand on sait que régulièrement tous les smartphones se ressemblent, cette fois on ne peut pas le tromper. Et enfin, comment ne pas parler de Nothing OS, l'une des meilleures surcouches d'Android actuellement sur le marché. L'un des points vraiment dérangeants, c'est la durée des mises à jour, car avec 3 ans annoncés, quand Samsung en propose 6 sur la même gamme tarifaire, c'est malheureusement trop. Côté Nothing 3 Pro, c'est pareil, un design original avec la présence de glyphes, et surtout la présence d'un zoom périscopique. C'était d'ailleurs la surprise de ce début d'année de mon côté smartphone. Enfin, côté smartphone, une tendance qui est très clairement en train de flopper commercialement, et vous vous en doutez, je parle des smartphones ultra fins. Bon, que dire, que c'est impressionnant niveau finesse et que techniquement parlant, c'est impressionnant, surtout du côté de l'iPhone Air qui a réussi à placer tous ses composants sur le haut du téléphone pour laisser le reste à la batterie, et pourtant l'autonomie de celui-ci n'est pas exceptionnelle. On y vient au problème de ces smartphones. Il y a trop de compromis par rapport au prix de ceux-là, un manque de polyvalence en photo, des téléphones qui chauffent plus, une autonomie en retrait et un seul haut-parleur dans le cas de l'iPhone Air. D'ailleurs, il y a eu uniquement 2 grands constructeurs qui se sont lancés dans ce segment, Samsung et Apple. On peut citer également Tecno, mais ce n'est pas commercialisé en France. D'ailleurs, Samsung, qui avait envisagé de remplacer son S Plus par le S Edge, serait en train de revenir sur sa décision. Et concernant Apple, on aurait un iPhone Air 2 en 2026 ou en 2027, mais pas sûr que la gamme reste très longtemps sur le marché. Bref, ces smartphones ce sont des échecs, surtout quand ces smartphones ont été lancés à plus de 1200 € pour subir une décote plus importante que les autres smartphones de ces mêmes constructeurs. D'ailleurs, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à la commenter et à t'abonner. Côté console, cette année, on a quand même eu le droit à de nouvelles machines et une qui a été présentée et dont la commercialisation va arriver en 2026. Commençons dès maintenant avec le gros morceau, et 2025 a très clairement rimé avec Switch 2. Bon, cette console, j'en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée, que je vous invite à aller voir. Mais entre le fait d'être une évolution de la première Switch, les game keycards, l'écran LCD, ou bien son prix, cette console a très clairement fait débat cette année. Mais s'il y a une chose que l'on ne peut pas nier, c'est bel et bien son succès commercial. Dans sa période de lancement, c'est très clairement la console qui a fait le meilleur démarrage de tous les temps. À date du 30 septembre, on dénombrait déjà plus de 10 millions de ventes. Bref, elle fait un carton. Et de mon côté, vous savez que cette console m'a conquis, malgré son autonomie moyenne et sa faible résistance aux rayures niveau écran. Ensuite, parlons de la Steam Machine. Cette console présentée en novembre signe le retour de Steam sur le marché des consoles de salon, 12 ans après l'échec des premières Steam Machines. Et on comprend pourquoi Steam revient sur ce marché, car entre-temps il y a eu le Steam Deck, cette console qui a connu un certain succès. Niveau puissance, on est entre une PS5 et une PS5 Pro. Cette console est accompagnée d'un nouveau Steam Controller. Bien évidemment, Steam oblige, cette console tourne sous Linux. D'ailleurs, cette console est plutôt compacte, surtout face à une PS5. Bon, il reste une inconnue, le prix, et en cette fin d'année, avec l'augmentation du prix de la RAM, le prix risque malheureusement de piquer. Mais pour cela, réponse en 2026. Parlons maintenant d'Xbox, qui est arrivé sur le marché des consoles portables via Asus avec les ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X. On est très clairement sur des ROG Ally d'Asus améliorés avec une meilleure prise en main et une interface typée Xbox, même si cela reste Windows derrière tout ça. Bon, qu'en pensez? Je vous avoue que cela fait partie de mes déceptions de l'année. Si je comprends qu'aujourd'hui une Xbox n'est plus qu'un constructeur de consoles, mais plutôt que tout appareil faisant tourner le Game Pass est une Xbox, moi le fait de se retrouver avec une console PC, me dérange, car on perd tout l'aspect de simplicité de ces consoles, d'autant plus que l'interface Xbox n'est pas exempte de défauts. Si vous êtes joueur console Xbox, vous ne pouvez pas récupérer tous les jeux de votre catalogue, car c'est un PC et non une console, et le fait que ça soit un PC, vous perdez tout l'aspect plug and play d'un Steam Deck, d'une Xbox de salon ou bien d'une Switch 2. Et d'ailleurs, il y a encore quelques années, on pensait qu'il y aurait cette fameuse ROG Xbox là, il y a une potentielle console portable full Xbox par la suite, mais perso, j'y crois plus avec la stratégie que Microsoft a adoptée ces dernières années. Et parlons-en de cette stratégie d'Xbox en 2025. Cette année, Xbox n'a fait que confirmer les propos de ces dernières années. Nous avons eu les premières informations sur la prochaine console de salon, qui serait un hybride entre un PC et une console, avec une console sous tournant sur Windows, et ce sera une machine très haut de gamme. De plus, le portage des exclus PS5 s'est confirmé cette année avec l'arrivée de Gears of War, l'annonce d'arrivée d'Halo pour 2026 et l'arrivée de Forza Horizon 5. Ce jeu a très clairement fait un carton commercial sur PS5. Et c'est là qu'on voit que l'on a beau critiquer la stratégie d'Xbox, ils ont quand même réussi leur coup sur le portage de leur jeu sur PS5. Élément beaucoup plus critiquable, c'est la refonte pour la énième fois du Game Pass, et là c'est vrai que ce n'est pas passé. Le Game Pass Ultimate est passé à 26,99 € par mois, soit une augmentation de près de 50%. Bon, qu'en pensez en cette fin d'année? Maintenant que le choc du prix est passé, mon propos est nuancé. Oui, avec tous les abonnements que nous avons maintenant à droite à gauche, cela fait un certain coût. Mais il y a un cas précis où ça peut valoir le coup, car pour moins
cher que le prix d'un jeu AAA par mois, vous avez accès un grand catalogue de jeux au lieu d'un seul. Et oui, si c'est votre seul abonnement que vous utilisez pour jouer aux jeux vidéo, c'est intéressant. Sinon, oui, c'est clairement trop cher. Tout à l'heure, on a parlé de la PS5 qui est revenue sur celle-ci. Qui, au-delà des nombreuses exclus sortis cette année, nous avons le droit à une nouvelle version de celle-ci en cette fin d'année, la CFI 2116. Et au-delà de l'aspect full mat de celle-ci dorénavant, c'est surtout la diminution du stockage de celle-ci pour un prix qui, lui, n'a pas bougé, qui avait même augmenté en début d'année, passant de 449 à 499 € hors promo pour la version digitale. Toujours pour cette version digitale, le stockage est passé de 1 Tera à 825 Go, soit la même capacité que la PS5 Fat lors de sa sortie en 2020. Et très clairement, sur les périodes hors promotion, c'est la version avec lecteur de disque qu'il faut prendre, car pour 50 € de plus, vous avez le lecteur de disque, bien évidemment, avec tous les avantages que cela apporte, et en plus, vous avez du stockage supplémentaire. Car si la console est à 825 Go, en réalité, vous n'avez que 667 réellement utilisables au déballage de celle-ci. Concernant PlayStation toujours, le PS Portal a continué de prendre son indépendance. En 2024, le PS Plus Premium est arrivé sur le produit, permettant de jouer à certains jeux de cet abonnement en cloud gaming. Et cette année, vous pouvez jouer à une partie du catalogue numérique que vous possédez sur celui-ci, toujours en cloud gaming avec l'abonnement PS Plus Premium pour pouvoir y accéder. Bon, maintenant parlons logiciel avec le déploiement compliqué de One UI 7, cette mise à jour majeure qui a apporté énormément de nouveautés avec notamment une refonte complète de l'interface. Autant sur le S25, cela a été top avec l'intégration native, autant le déploiement a été difficile concernant les smartphones plus anciens avec de nombreux retards. Et même une fois le déploiement lancé, de nombreux bugs ont été constatés. L'autonomie était vraiment catastrophique et même certains utilisateurs ne pouvaient carrément pas déverrouiller leur smartphone. Suite à cela, Samsung s'est vite mis sur One UI 8 qui est arrivé dès cet été avec les Galaxy Z Flip 7 et Z Fold 7 et dont le déploiement commençait dès septembre pour les S25. Et cela est beaucoup mieux depuis. Toujours côté logiciel, comment ne pas parler de la fin du support de Windows 10. Vous savez, cette version de Windows que l'on a annoncée comme la dernière version de Windows, bah finalement cela s'est arrêté cette année et très clairement on en a entendu parler. Car Windows 11 ne fait pas l'unanimité. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que Windows 10 a été arrêté d'être mis à jour. Et même si en Europe nous avons eu un sursis d'1 an, il fallait s'inscrire sur un programme disponible pendant une durée limitée, et ce n'est pas non plus une solution connue pour monsieur et madame tout le monde. Cela a mis des millions de PC sur le côté en raison de l'incompatibilité avec Windows 11. Terminons cette vidéo par la grosse actualité de cette fin d'année 2025 avec l'augmentation du prix de la RAM. Et cela est dû bien évidemment à l'IA. D'ailleurs, Micron, l'entreprise derrière la marque Crucial, a décidé d'arrêter cette marque purement et simplement. Et même Samsung se refuserait de se vendre de la RAM à lui-même, c'est dire. Quelles conséquences de tout ça? Au-delà de la hausse du prix des barrettes de RAM, c'est surtout toute l'industrie qui en subit les conséquences. Et on devrait se retrouver avec 2026 avec des hausses de prix sur la plupart des produits. Smartphones, PC, tablettes, consoles. Peut-être une PS5 à 600 €, ou bien une Switch 2 à plus de 500 € sur la console sans jeu inclus. Sinon, pour éviter cette hausse de prix, on pourrait se retrouver avec des produits qui ont des composants moins bons de ce qui était prévu à la base. Par exemple, le futur MacBook d'entrée de gamme que l'on pouvait espérer voir avec 16 Go de RAM, mais qui est à peu près sûr d'être à 8 Go, ou bien des composants qui n'évoluent pas par rapport à leurs prédécesseurs. Voilà, 2025 étant terminé, il est temps de se projeter en 2026. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter et à t'abonner. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, à plus!